France Inter, le 18-20. Comment réconcilier les forces de l'ordre et les habitants des cités et plus largement la police et les Français? On en parle ce soir au téléphone sonne alors que la semaine a été marquée par les suites de ce contrôle de police qui a dégénéré à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Théodore, 22 ans, a été très gravement blessé. Il a dû être opéré, vous le savez. Un des policiers qui l'ont contrôlé a été mis en examen pour viol. Les 3 autres pour violence volontaire en réunion. Tous ont été suspendus de leurs fonctions jusqu'à nouvel ordre et laissés en liberté. Depuis, les habitants d'Aulnay réclament justice. Le jeune Théo lui appelle au calme depuis son lit d'hôpital où il a eu la visite de François Hollande. Mais toute la semaine, des incidents se sont produits dans la ville et même dans les communes alentours avec à chaque fois des face-à-face tendus entre groupes de jeunes et policiers qui ont même tiré en l'air à balles réelles. Il y a eu également des rassemblements de soutien pour Théo qui ont eu lieu dans plusieurs villes. Ce soir au téléphone sonne, on ouvre donc le débat sur les relations entre les forces de l'ordre et les citoyens. Pourquoi de telles tensions, comme on a pu le voir également lors des manifestations contre la loi travail? Que penser de ces contrôles d'identité à répétition qui font monter la tension dans certains quartiers? Que dire à l'inverse de la difficulté du métier de policier dans certaines cités? On en parle ce soir avec un représentant des forces de l'ordre, Denis Jacob. Bonsoir, secrétaire général du syndicat alternatif Police Nationale. Avec nous également Maître Slim Benachour. Bonsoir. Du barreau de Paris. Vous étiez aux côtés des plaignants qui ont fait condamner l'État pour faute lourde dans le dossier des contrôles aux faciès. Avec nous également Sandra Pizzo du collectif Citoyens et Policiers. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est un collectif qui œuvre à un dialogue apaisé entre la société civile et la police. Et bien sûr, toujours avec nous, notre grand témoin de ce vendredi, Lilian Thuram. Pour les interpeller, pour témoigner, vous avez le net avec le mot Estelson. Vous avez aussi le standard 01 45 24 7000. Claire Servagent. Le téléphone sonne. Et déjà beaucoup de monde au standard de France Inter. Gérard est en ligne de Nantes. Bonsoir Gérard. Oui, bonsoir. Pourquoi avez-vous souhaité nous appeler? Je vous appelle parce que je pense qu'ils ont bien choisi. C'est une bonne petite entrée en matière qui n'est pas très agressive. Mais je suis né à Nantes, j'ai un nom très français. Et j'ai été arrêté dans le métro il y a longtemps. J'étais ingénieur chez Dassault Systèmes à l'époque. J'avais les cheveux un peu en broussailles, pas rasés, mal habillé parce que je sortais d'une fête. Et les policiers m'ont dit tu as tes papiers d'un ton agressif. Ensuite, ils ont pris ma carte d'identité, ils ont vu que j'étais né à Nantes, que bon, il n'y avait pas de problème. Et ils m'ont dit vous êtes né à Nantes avec un grand sourire, vous pouvez circuler, merci. Et depuis ce jour, le tu du départ agressif et le vous gentil de la fin, ça m'a toujours... je me suis dit, oui, si on a ça 10 fois par jour, on a envie de leur casser la gueule quand même. Vous y allez fort là, Gérard. Voilà. Merci en tout cas pour... Enfin, c'est agressant et... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit détail, mais qui n'est pas très, très plaisant tous les jours, j'imagine. Merci beaucoup Gérard pour ce témoignage. Que peut-on dire peut-être Maître Slim Benachour sur la probabilité d'être contrôlé? Parce que Gérard disait on comprend ceux qui sont contrôlés 10 fois par jour. Je crois qu'il y a eu des études là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, en réalité, dans la vraie vie, les contrôles sont toujours réalisés sur les mêmes personnes. C'est-à-dire des personnes qui sont perçues par les forces de l'ordre comme ayant un lien avec le Maghreb ou avec l'Afrique, ou en tout cas les anciennes colonies. À tel point d'ailleurs que, et on en parle maintenant comme devenu un gimmick, c'est plus les contrôles d'identité, c'est les contrôles aux faciès. Un bon nombre de personnes qui ne correspondent pas à ces caractéristiques ne sont jamais contrôlées. Donc on a une pratique policière qui est totalement déconnectée du droit. Le droit, c'est le principe, c'est qu'on a le droit de vaquer, on a le droit de se bouger, de se promener librement ou d'avoir des activités économiques. Et l'exception, c'est, la police peut vous contrôler lorsqu'il y a la commission d'une infraction, que je suis en train de commettre une infraction. Et puis, il y a aussi les réquisitions du procureur, il y a l'ordre public. Mais il se trouve que aussi bien le CNRS que des rapports, que le défenseur des droits, en tout cas aujourd'hui, la réalité, elle a été consacrée par les juges. Vous l'avez rappelé, la Cour de cassation a condamné l'État pour contrôle aux faciès. Le Conseil constitutionnel, tout récemment, a encadré encore plus les contrôles d'identité. Et il y a l'affaire de Théo. Théo, pourquoi on en parle beaucoup et pourquoi on est aujourd'hui ici tous ensemble, c'est que cette affaire, elle révèle
des pratiques qui sont assez ordinaires. Et je pense qu'il faut se dire qu'on partage ensemble que ça n'est pas un fait divers, que c'est l'ordinaire. Et c'est l'ordinaire qui nous apparaît avec beaucoup de clarté parce que la technologie nous permet d'avoir des témoignages par smartphone, que vous avez un policier qui visiblement a fait un lien, un policier bienveillant qui a qui a permis à Théo d'aller à l'hôpital, et vous avez le rapport médical. Donc je ne souhaite pas être caricatural parce que là je viens de parler des policiers, il y a une culture policière, mais cette culture policière, elle n'est pas en suspension. Depuis des années et des années, elle est le réceptacle d'instructions, de tolérance, qui sont quand même très liées à la superstructure, c'est-à-dire les gouvernements successifs, les lois, qui disent, pour faire simple, on est dans la théorie du bouc émissaire, en gros, les problèmes des Français, c'est la sécurité et l'immigration. Et l'immigration dans son acception la plus large. Un policier, quand il contrôle habituellement ce qu'il perçoit être un noir et un arabe, c'est potentiellement quelqu'un qui est étranger et sans papier. C'est la politique des quotas, c'est toutes ces choses-là. Et donc, oui, effectivement, il y a un énorme problème qu'on doit aujourd'hui gérer. Et je crois qu'on est On va passer, Maître Slim Bennachour, la parole à la défense, si je puis dire. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police Nationale. Il y a quand même des études qui ont été faites, Maître Bennachour le disait, oui. Notamment l'étude du défenseur des droits. La probabilité d'être contrôlé est 20 fois plus élevée pour les jeunes hommes noirs ou arabes. Comment ça se fait ? Alors, il y a des instructions qui sont données aux policiers ? Ce que je voudrais dire ou déjà, c'est la force de l'habitude ? Si vous me permettez, il faut quand même savoir garder raison et ne pas généraliser ce que Monsieur Slim Bennachour vient de dire. Ce n'est pas la généralité et ce n'est pas le quotidien des policiers que de contrôler des personnes d'origine d'immigration ou d'origine étrangère, que les choses soient claires. Ce n'est pas la pratique quotidienne. Il y a malheureusement des endroits en France où la politique de la ville a été faite de telle manière qu'on a ghettoisé certains endroits de France, et que quand on a des études qui sont établies à la Gare du Nord ou à Barbès pour dire que vous avez 6 personnes sur 10 d'origine africaine ou maghrébine font l'objet d'un contrôle sur 10, moi je suis désolé, mais la Gare du Nord, pour exemple, j'y passe tous les jours. Bon, il y a une surreprésentation des minorités, ce qu'on appelle des minorités visibles, parce que c'est la plaque notamment d'arrivée de tout le 93, et on sait que le 93, c'est malheureusement un département où on y a concentré toutes les personnes d'origine immigrée. Pourquoi malheureusement ? Mais parce que je trouve que c'est pas normal qu'on ghettoise des secteurs comme ça en France. Je pense qu'on a fait venir des gens et on les a mis dans un seul endroit, et aujourd'hui on a les problèmes qu'on a avec des secteurs où les services publics ont déserté et que le seul représentant de l'État aujourd'hui présent, c'est la police nationale. Et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est forcément la faute de la police. Denis Jacob, juste un mot quand même. Pourquoi est-ce que Lilian Thuram il se fait contrôler ? Pourquoi moi je me fais pas contrôler ? Mais ça, moi, je ne sais pas dans quelles circonstances M. Thuram a été contrôlé. De là à dire que toute la police nationale serait raciste et que ce serait de la pratique quotididienne partout en France, c'est pas vrai. On dit pas ça, on dit simplement. C'est un peu ce que les monsieur, statistiques. Non, ce que je veux dire, je vais pas prendre parce que je veux absolument pas monopoliser la parole. Je tiens juste à dire que la loi demande aux policiers de contrôler en raison de motifs très simples et très clairs. Ah oui, c'est les dispositions de l'article 78.2 et il se trouve, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas ma pratique, c'est juste le CNRS, le défenseur des droits, le commissaire des droits de l'homme, et je vais même vous le dire, c'est aussi nos gouvernements qui le reconnaissent au niveau international. Aux Nations Unies, la France officiellement reconnaît qu'elle contrôle la parole, ça sera compliqué je vais juste terminer, qu'elle ne contrôle pas en fonction de règles démocratiques, mais en fonction de suspicions qu'elle fait peser sur des Français et des résidents en raison de leur couleur de peau. Et je pense qu'on pourra peut-être parler du continuum un peu colonial qui permet le développement de certaines pratiques policières. Merci Maître Slim Bennachour. Voilà. Denis Jacob vous répond. Oui, donc juste pour dire que quand vous avez des fonctionnaires de police qui interviennent notamment dans la cité des 3000 en Seine-Saint-Denis, donc à Aulnay notamment, il y a des trafics de stupéfiants. On le sait tous, il y a du trafic permanent et donc il y a des instructions permanentes du parquet, effectivement,
de contrôler, à l'article 78.2 du Code de procédure pénale, de procéder à des contrôles d'identité pour déstabiliser les trafics en tout genre qui s'y produisent quotidiennement. Et donc, les agents, effectivement, obéissent aux instructions qu'ils reçoivent, à savoir que, dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, eh bien, on leur donne des instructions permanentes d'aller effectuer des contrôles d'identité pour casser ou déstabiliser ce trafic. Généraux c'est un et fait. massifs, sans individualiser, sans s'intéresser objectivement au comportement de la personne. Bon, c'est vous qui le dites. Merci Non, c'est à pas tous moi. les deux. Nous allons au standard de France Inter parce que nous avons, figurez-vous, un policier qui nous appelle. Il s'appelle Christophe. Il est en ligne avec nous. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Vous avez souhaité nous appeler. Pour quelle raison ? Voilà. Écoutez, je voulais d'abord un petit peu par rapport au débat qui est le vôtre ce soir. Je crois qu'il faut bien comprendre aussi la difficulté qui est celle des policiers. Il faut bien se dire qu'il y a une dualité en fait, puisque pour les policiers, il s'agit à la fois d'occuper le terrain et d'en déloger tous ceux qui trafiquent. On en a beaucoup dans de nombreuses cités, notamment en région parisienne. Et il s'agit aussi éventuellement, enfin surtout, de protéger le reste de la population. Maintenant, pour ce faire, donc, on fait appel à la police. Et qui sont les policiers qui sont dans le 93 ? Ce sont bien souvent des policiers de jeunes policiers qui sont sortis d'école, qui ont fait un an de formation et qui vont directement donc sur des communes telles que les Sous-Bois, Bobigny, des choses comme ça, en sortie d'école. Donc ils sont très jeunes, ils ont 23, 24 ans. Et donc c'est une vraie difficulté. Et pour ce qui est de l'encadrement, c'est à peu près la même chose, puisque au jour d'aujourd'hui, l'encadrement dans la police nationale, maintenant on privilégie sur ces secteurs difficiles, on privilégie les gens qui veulent bien rester sur place et on les fait avancer plus facilement que d'autres. Alors en soi, c'est une bonne chose puisqu'on va privilégier l'expérience, mais on voit bien on arrive au bout du raisonnement, puisque si on privilégie l'expérience, on n'a pas forcément toujours une qualité directement liée à l'encadrement nécessaire. Donc on a des policiers très jeunes dans ces cités. Et je vous le dis très clairement, il y a pas grand monde qui va aller travailler ce 93. J'en parle d'autant plus librement que moi-même, je suis pas forcément le... Un petit problème de liaison malheureusement avec Christophe. Est-ce qu'on vous a retrouvé Christophe ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Oui, on a eu une coupure, mais vous êtes à nouveau en ligne, alors vous pouvez terminer votre intervention. D'accord. Je disais donc effectivement, sur le 93, il faut bien avoir conscience que les policiers ne veulent pas aller y travailler, tout simplement, sur 93 ou d'autres secteurs de ce genre-là, parce que c'est très difficile, c'est un quotidien qui est très difficile, c'est un stress permanent, on se fait insulter tous les jours, on se fait cracher dessus, on se fait violenter, et on voit des situations qui peuvent se retourner très très facilement contre les policiers d'une minute à l'autre sur des étincelles. Un moment c'est calme, et puis la minute d'après, tout part à volo. Donc c'est très compliqué d'intervenir là-bas. Et je pense que ça ne justifie pas, pardonnez-moi Christophe, malgré tout, ce qui est arrivé à Théo. Ah non, attention. Il ne s'agit pas de justifier. Non, il y a rien qui peut justifier. On est bien d'accord que ce qui s'est passé, en tout cas dans la manière dont ça nous est présenté par la presse, puisqu'on a toujours cette nuance, donc on n'a pas accès aux dossiers, etc. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais très clairement, il n'y a rien à justifier. Je ne dis pas que ça se justifie. L'intervention n'était pas justifiée et certainement pas les violences qui s'en sont suivies. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Je voulais juste souligner la difficulté qui est celle d'un policier de travailler dans des secteurs tels que celui-là. Eh ben, je vous remercie beaucoup Christophe pour votre intervention. Je vais passer dans un instant la parole à Sandra Pizzo qui n'est pas encore intervenue, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête 2 secondes sur cette question du maintien de l'ordre dans les cités. Les policiers qui sont intervenus à Aulnay-sous-Bois font partie de ce qui s'appelle les brigades spécialisées de terrain. Qu'est-ce que c'est ces brigades spécialisées de terrain ? Écoutez, ce sont des brigades qui sont mobilisées sur la répression de tous les trafics et leur travail, c'est d'intervenir dans les cités pour mettre un terme, ou en tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, déstabiliser les trafics qui ont lieu dans ces quartiers-là, et d'où donc ces contrôles d'identité, pour savoir qui est là, dans tel créneau horaire, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes. C'est vraiment les plus jeunes qu'on envoie dans ces brigades ? Ah, mais c'est pas les plus jeunes, madame, c'est-à-dire qu'on a un réel problème, et il faut le dire, il faut pas avoir peur d'en parler. On a un véritable problème d'ancienneté dans les quartiers difficiles, et plus particulièrement sur le département de la Seine-Saint-Denis. Effectivement, on a un problème qu'on n'avait pas quand moi je suis rentré dans la police, à savoir des tuteurs.
C'est-à-dire qu'on avait des fonctionnaires qui étaient particulièrement anciens, qui avaient 20 ans, 25 ans de maison, qui savaient très bien comment ça se passait dans tel ou tel quartier difficile, qui savaient comment on y intervient, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, la relation à la population, comment on devait aborder telle ou telle situation. Et aujourd'hui, forcément, les anciens sont partis à la retraite, comme toute personne qui atteint l'âge limite, et on n'a pas su mettre les moyens de fidélisation sur ces secteurs-là, pour garder les plus anciens qui soient aptes à former les plus jeunes qui arrivent. Et aujourd'hui, on a des moyennes d'âge de 30 ans. L'affaire d'Aulnay-sous-Bois qui reste grave, quel qu'en soit le dénouement, accidentel ou pas, sur l'acte qui a été fait. Sur mes 4 collègues, j'en ai 2 qui ont été titularisés en 2016 et 2 titularisés en 2014. Ce qui fait, en gros, 4 ans sur la voie publique, ce qui est très peu pour un département de la Seine-Saint-Denis pour essayer d'y travailler efficacement. Et en fait, on a ce problème de rapport de jeune à jeune. Sandra Pizzo, je disais, vous n'avez pas encore pris la parole. Vous faites partie d'un collectif qui est tout récent, collectif citoyen et policier. C'est un collectif qui est né au moment de la loi travail et de Nuit debout, quand il y a eu de grosses tensions entre les citoyens et les policiers. Oui, c'est ça. Le collectif prend sa source dans les mobilisations contre la loi travail et les assemblées Nuit debout. On était tous partie prenante du mouvement social. On a vécu une répression, moi j'insiste particulièrement sur ce terme de répression particulièrement forte, avec une montée des tensions à chaque manif, des 2 côtés, bien sûr. Et vu de notre côté, il y avait des images chocs de violences policières qui circulaient et que nous aussi on a pu vivre. En même temps, un certain nombre d'entre nous n'avaient pas envie de se reconnaître dans les slogans terribles qu'on pouvait entendre. Tout le monde déteste la police, ou flic, porc, assassin, pour des raisons diverses et variées. On voulait pas se retrouver dans ces slogans, et on avait cette intuition que les choses étaient un peu plus complexes que cette séparation entre les bons et les méchants. Et on a fait le pari, à l'époque un peu fou, que le dialogue allait être possible entre les policiers et les citoyens. Un pari un peu fou, ça vous paraît difficile maintenant ? En fait, ça fait plusieurs mois qu'on le vit, qu'on le met en place. Alors c'est vraiment des dialogues d'individu à individu, mais de fait, ce dialogue a lieu. Donc ça nous donne l'espoir qu'il puisse s'étendre. Je pense que des 2 côtés, il y a vraiment une volonté de sortir des clichés et d'apprendre à se connaître des 2 côtés et d'arriver à un dialogue qui soit ferme, toujours exigeant, mais qui soit respectueux, bienveillant et apaisé entre les 2 parties. Alors, on va sortir des clichés. Moi, je voudrais quand même dire un petit mot des propos qu'a tenu un responsable d'un syndicat de police à la télévision hier. C'est un responsable du syndicat SGPFO de la police nationale. C'était sur le plateau de C'est dans l'air. Il a estimé que Bamboula, ça restait à peu près convenable. Lilian Thuram, moi, je voudrais bien savoir comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça, à propos de ce qui s'est passé à Aulnay-sous-Bois. La question, ce serait, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Question posée à notre ami policier. Alors moi, je peux répondre très franchement. C'est honteux, c'est scandaleux. Tous les syndicats de police ont dénoncé les propos. Le ministre de l'Intérieur aussi. Laisser penser qu'un policier n'a que pour seule réponse à une insulte l'insulte, c'est faux. Je ne me reconnais pas dans ce discours-là. Moi, je suis fonctionnaire de police, je me suis fait insulter sur le terrain, et j'ai une particularité, c'est que non seulement j'ai travaillé en secteur difficile pendant quelques années à Villeneuve-la-Garenne, mais j'ai aussi vécu en secteur difficile pendant une dizaine d'années, dont 7 à la Cité d'Orgemont, à Épinay-sur-Seine. Donc je connais très bien ces endroits-là, la population en général y est formidable, mais comment je peux aujourd'hui dire que la réponse que j'apporte à quelqu'un qui est en face de moi, qui m'insulte, que ma réponse soit l'insulte, je veux dire, on ne peut pas accepter ce genre de propos de la part d'un responsable syndical. C'est inacceptable. Je n'ai pas à prendre la décision à la place des responsables de ce syndicat, mais il y a quand même des mesures à prendre. Voilà, donc moi je passe le message. Je connais Luc Poignant, parce que c'est un collègue syndicaliste. C'est lui qui a tenu ses propos. Voilà, sur France 5. Bon, ça n'excuse en rien ce qu'il a dit. Alors, est-ce qu'il a été maladroit dans ses propos ? Peu importe, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas. Lilian Thuram. Je dirais que je ne pense pas qu'il a été maladroit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut admettre que dans tout corps d'État, il y a des personnes qui ont des a priori.
Oui. Donc ça veut dire je que le dis si... pas, hein. Non, mais c'est ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que si ce monsieur arrive et tient ses propos à la télévision, d'ailleurs il faut remercier la journaliste qui le reprend, parce qu'on aurait pu Il dit laisser... c'est convenable, elle dit non. Exactement. Et donc ça veut dire qu'au sein de la police, il peut avoir des gens qui ont ces propos. Et donc voilà pourquoi je pense qu'il faut contrôler la police et essayer de faire en sorte d'éliminer ces personnes. Alors, si je peux me permettre Oui. de vous répondre, il faut quand même savoir que la police, c'est un des corps de métier le plus contrôlé. Alors, on peut en douter, mais il y a quand même le parquet. Il y a quand même le parquet qui est au-dessus. Il y a la hiérarchie. Alors, on peut croire que la hiérarchie est complaisante. Croyez-moi, elle ne l'est pas. La police des polices, on peut en parler. Je peux vous garantir que c'est pas dans les habitudes de faire des cadeaux aux fonctionnaires de police quand ils commettent des fautes graves. Et puis pour le citoyen, il y a quand même eu un matricule qui a été instauré il y a peu de temps, qui s'appelle le RIO, qui est affiché sur la tenue de chaque fonctionnaire de police, que chaque citoyen qui estime que le contrôle ou l'intervention de police qu'il a vécu n'est pas conforme à la loi peut relever ce numéro, peut saisir la plateforme de signalement. Ils peuvent déposer plainte et ils sont pas obligés de déposer plainte auprès du commissariat qui relève de ce qu'ils ont pu constater dans la pratique policière. Vous pouvez déposer plainte dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie de France. Donc vous avez tout un tas de dispositions qui existent où le citoyen peut faire valoir ses droits. Voilà, ça c'est la théorie. Maître Slimane Achour, Bonjour, 2 secondes et pratique, puis après on part au Standard de France Inter. Oui, très rapidement. Non, alors d'un point de vue institutionnel, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais ça ne tient pas. Je ne représente pas le ministère de l'Intérieur. Non, j'ai bien compris. Non. Les choses Mais soient claires. les policiers sont sous la responsabilité du parquet, l'IGPN, c'est quand même des policiers qui contrôlent des policiers. Tout ça n'est pas très sérieux. Et je pense Vous connaissez pas l'IGPN, à mon avis. Je la côtoie beaucoup là en ce moment. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a, et je note l'intervention de Madame Pizzo. Je pense qu'effectivement, la solution passe par des contacts d'un point de vue institutionnel, dans des instances à inventer, de discussion avec la société civile. Parce qu'aujourd'hui, la police, les forces de l'ordre, ne sont pas au service du public. Elles sont au service de l'État. Et quand vous parliez de l'âge, c'est une variable, vous avez raison. Je vais juste terminer la variable. Il faudra quand même à un moment donné qu'on parle des faits. Et les faits, c'est qu'un contrôle d'identité, qui peut être occasionnellement sur une personne, le premier auditeur qui est intervenu, peut, je dirais, bien se passer, même s'il s'en souvient. En général, pour les personnes dont on parle et des quartiers, c'est contrôle d'identité, palpation de sécurité et fouille. Et dans ce continuum, vous avez en général une violence verbale. Oui, en théorie. Okay. Une violence verbale ou des violences physiques. Les violences verbales, on le sait. Il y a Bamboula fait quelque chose, on vous l'a dit, devant des millions de personnes. Mais c'est pas une pratique quotidienne, monsieur. Bon, écoutez, pourquoi on s'intéresse tout au dossier de Théo ? Parce que ça a un sens, ça a une signification pour beaucoup de gens dans les quartiers. Beaucoup. C'est le vécu de beaucoup de personnes. Et on part au Standard de France Inter parce qu'il y a Léo qui nous appelle de la région parisienne qui veut témoigner. Bonsoir Léo, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir Lilian, Thuram. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, moi, je suis enseignant et donc j'ai vécu personnellement cette situation où on m'a contrôlé parce que j'étais en voiture, donc on m'a demandé les pièces de la voiture, j'ai donné. Et comme je suis noir, derrière, il m'a demandé ma carte de séjour. Alors là, je me suis un peu emporté. Je dis, mais écoutez, pourquoi vous me demandez ma carte de séjour ? Est-ce que je suis en infraction ? Il me dit non. Vous devrez nous présenter votre carte de séjour. Je dis non, je n'ai pas de carte de séjour, je suis français, donc je lui montre ma carte de séjour. Et ce que je rencontre souvent, c'est ce que j'ai dit au téléphone, ce que je rencontre souvent avec mes élèves et mes étudiants, qu'ils soient noirs, qu'ils soient africains, qu'ils soient maghrébins, c'est exactement ça. Ils sont fouillés, ils sont. Et ce que je reproche surtout là-dessus, c'est que chaque fois que le problème se pose et qu'on est face à la police, systématiquement, on a l'impression que la police a le droit de tout faire et que les autres n'ont rien à dire, ils doivent subir. Et c'est dommage parce que la police fait quand même un travail vraiment, vraiment intéressant, mais il faudrait que les policiers, quand le problème se pose, aient le courage de dénoncer leurs collègues qui ne respectent pas la loi. C'est comme ça que les choses, à mon avis, devraient se passer. Un grand merci Léo pour ce témoignage. Moi je voudrais poser une question, parce que le problème il est récurrent, ça fait quand même des années que ça dure. François Hollande avait promis un récépissé, abandonné.
Là, on nous dit des caméras mobiles à déclenchement automatique pour apaiser les tensions. C'est ce que Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, a annoncé ce matin. Mais c'est une expérimentation. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors non, c'est pas une expérimentation. 2600 caméras pour l'instant. Oui, oui, mais il y en a déjà en dotation. On est déjà équipé des caméras. Nous avons déjà plusieurs villes de France qui sont équipées. Les caméras piétons, comme on les appelle, ou caméras boutons, enfin comme vous voulez, c'est un projet qui a été présenté il y a de mémoire 2 ans par le ministère de l'Intérieur et soutenu par l'ensemble des organisations syndicales. Et les fonctionnaires y sont favorables. Donc oui, bien sûr qu'il faut ces caméras. C'est avant tout, je dirais, un outil juridique de protection pour le policier lui-même, déjà, et aussi pour les personnes qui font l'objet d'un contrôle. Ça permet de montrer que le fonctionnaire qui intervient le fait de manière normale, et ça permet aux personnes, si on peut dire comme ça, se sentir un peu plus sécurisées par rapport à l'intervention de police qui peut créer certaines appréhensions. Là où le bas blesse, c'est qu'on a rédigé, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, puisque les syndicats y sont associés, le nouveau code de sécurité intérieure. C'est l'article R434-10 qui dit que le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Imposer un enclenchement automatique, même si c'est l'agent qui le fait lui-même, obligatoire pour les interventions que l'on déterminera, alors là on parle des contrôles d'identité, mais ça peut être étendu à d'autres interventions, je pense qu'on déresponsabilise le fonctionnaire de police qui est quand même un professionnel, qui a fait une formation, et on pourrait en parler sur la formation, parce qu'il y a beaucoup à dire en termes d'amélioration, mais voilà, c'est une bonne chose. On essaie d'avancer, effectivement. Maître Slim Benachour, sur ces caméras. Alors, moi je vais vous dire que c'est assez lacunaire, c'est un premier défaut, c'est que ça va enregistrer le déroulé du contrôle, probablement de la palpation, mais ça ne va pas enregistrer la cause. Pourquoi la personne est contrôlée? Deuxièmement, moi, il y a quelque chose qui est très important dans le sort qu'on va réserver à ces enregistrements, qui me passionne, c'est est-ce que on va mettre, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais une instance en place qui va être habilitée à recevoir ces informations, ces enregistrements, qui vont pouvoir nous permettre d'avoir une idée, un petit peu de transparence sur cette zone grise du contrôle d'identité. En résumé, aux États-Unis, les stop and frisk, les récépissés de contrôle et ces images sont très souvent transmises aux universités, qui établissent de cette façon l'activité policière, le nombre de contrôles, sur quelle personne, la fréquence, les endroits. Et je pense qu'on va avoir une mine qui va pouvoir, au-delà des mots que vous prononcez, nous permettre d'avoir une réalité, va nous permettre d'avoir des indicateurs et va probablement nous permettre de nous réconcilier parce qu'on saura ce que vous faites et si vous êtes véritablement au service des citoyens et des citoyens des quartiers. Alors on part au standard de France Inter. Cette fois c'est Michel qui nous appelle de l'Hérault. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir France Inter. Bonsoir à vous. Voilà, je voulais témoigner d'un incident qui me semble caractéristique et récurrent du comportement de la police. À Rodez, le 21 janvier, je participais à une manifestation dont France Inter d'ailleurs a parlé, contre l'implantation dans nos montagnes, en particulier dans les parcs naturels d'éoliennes industrielles. On était près de 600, il y avait des jeunes, des papis, des mamies, des gosses dans leurs poussettes, enfin bref, c'était pacifique, familial, avec fanfare, enfin bon, vous imaginez l'ambiance. Et tout était calé en plus avec la préfecture, donc y compris un dépôt symbolique de terre devant la presse. Et un quart d'heure avant la dissolution de la manifestation, on a eu droit à un gazage en règle à la lacrymo. J'ai entendu un vieux monsieur qui était plutôt bien sur lui, qui criait salaud à la police. Son petit-fils en avait pris plein la tronche. On avait tous les yeux rouges, larmoyants. Enfin bon, bref. Comment dire, c'était de la provocation pure, quoi. C'était inapproprié, incohérent. Donc, on se sent, si vous voulez, dans ces cas-là, on se sent plus agressé que protégé et respecté par la police. Et on se demande si, dans un cas pareil, la provocation policière
est destiné à faire dégénérer les choses. Voilà, voilà. Merci Michel. Juste un petit mot à Monsieur Thuram, parce que pour l'intelligence de ses propos et ses actions, je suis blanche et européenne. Et je voulais juste lui dire un truc, c'est que quand je vois des gens de couleur qui se font contrôler, je demande toujours à l'être. Et je demande pourquoi eux et pas moi. Et vous faites contrôler du coup, Michel ? Eh ben, du coup, on me contrôle, on me répond pas. Quand je dis pourquoi eux et pas moi, on me répond pas. Et si j'insiste, on me dit écoutez, ça peut finir au poste. Voilà, c'est encore un autre exemple. Eh ben, un grand merci Michel pour votre témoignage. Merci Témoignage beaucoup. important de Michel parce qu'elle met effectivement en lumière ce que beaucoup de gens ont pu rapporter ces derniers mois lors des manifestations contre la loi travail ou quand il y a eu Nuit debout, une dégradation des relations avec les policiers. Sandra Pizzo, c'est notamment pour ça que vous avez créé votre collectif. C'est quelque chose que vous avez remarqué, que vous avez entendu. C'est quelque chose qu'on a remarqué, entendu et vécu effectivement. Pour nous, on a commencé à réfléchir aux raisons en fait de ce que Madame appelait des provocations policières, mais ces provocations policières ne sont pas, à notre avis, le fait de policiers qui, sur le terrain, décident de manière individuelle de gazer une manifestation probablement pacifiste. Et moi, c'est une question, en fait, que je voudrais vous poser. D'où viennent ces ordres ? Bon, j'ai mon idée, mais elles viennent de là-haut, elles redescendent. Et d'où viennent ces ordres et pourquoi ? Denis Jacob. Alors, deux choses. Syndicat alternatif Police Nationale. Si je peux déjà répondre à l'auditrice, parce que c'est très important sur l'histoire de la manifestation, il faut savoir que sur ce genre de manifestation, ce sont des professionnels de l'ordre public. CRS pour la police nationale ou gendarmes mobiles pour l'aspect gendarmerie quand ça se passe en milieu rural. On ne prend pas l'initiative de charger des manifestants, de gazer des manifestants. Ce sont des instructions. Ce sont des ordres. Il y a qui quelqu'un viennent, qui donne ces instructions. Et ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, c'est que autant, comme elle le disait, la manifestation était organisée avec l'approbation du préfet, les instructions de charger viennent de la même personne, en l'occurrence. Donc, c'est un peu paradoxal. S'agissant de la loi El Khomri, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, de l'aborder en coulisses. J'ai voulu me rendre compte personnellement ce que les syndicats de police ne font jamais. C'est aussi pour ça que j'ai créé Alternative Police en 2015, c'est de se démarquer du syndicalisme tel qu'il est pratiqué jusqu'aujourd'hui dans la police nationale. J'ai voulu aller voir ce qui se passait réellement au cœur des manifestations contre la loi travail, et on y est allé donc, avec une petite équipe, avec notre GoPro, et on a publié comme tout le monde sur Periscope notamment, qui est un nouvel outil intéressant. Et on a remarqué que dans ces manifestations, ce qu'on appelle les casseurs, et qui pour le coup étaient des casseurs, et pas les manifestants, ils arrivent comme vous et moi, c'est-à-dire habillés normalement, et puis ensuite vous les voyez arriver dans les mouvements, se constituer en carré en tête de manifestation, et à chaque intersection de rue où il y a les gendarmes ou les CRS en protection, puisqu'ils sont là uniquement pour empêcher la manifestation de dévier du parcours qui a été programmé, avec des grilles de protection, systématiquement, vous aviez une charge ordonnée, coordonnée, avec des lancements de pavés, des lancements de cocktails Molotov. Donc, quand il y a un débordement et qui devient de plus en plus fort, et notamment en fin de manifestation, il y a des instructions qui sont données pour charger. Et le problème, c'est que ces individus-là sont redevenus, comme vous et moi, en tenue vestimentaire, et que pour faire de savoir qui a fait quoi, pour la dispersion, on donne des ordres pour utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser ce genre de manifestation. Voilà. Maître Slim Benachour, un petit mot. L'émission se termine. Ça inspire de ma part. D'abord, les problèmes de police, ça touche principalement les quartiers, comme on dit, mais bien évidemment, ça a vocation à toucher tout le monde, puisqu'il s'agit de règles très larges, de pratiques. Mais pour terminer, je vous dirais que c'est toute la doctrine et la pratique policière des forces de l'ordre qui est à revoir en France. C'est un nouveau paradigme dans lequel les citoyens ont leur mot à dire, et c'est de ça dont on va être amené nécessairement à parler dans les semaines et les mois qui viennent. Très rapidement, si je peux me Je passe la parole à Lilian Thuram, qui ne l'a pas eu depuis un petit moment, qui la réclame. Non, mais en fait, j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ce soit juste qu'il y ait des personnes qui soient plus contrôlées que d'autres selon leur couleur de peau?
Est-ce que vous pensez que c'est juste? Mais non, c'est pas juste. Moi, je Nous suis sommes d'accord que c'est pas juste. Non, mais c'est pas juste. Qu'est-ce qu'on après... peut faire pour changer les choses alors? Là, parce que c'est une violence en fait. Peut-être vous vous rendez pas compte, alors, mais c'est toujours une violence. Si vous pour savez, les M. personnes. Thuram, je porte un nom qui m'a valu bien des discriminations dans ma jeunesse. Donc, croyez-moi, je sais ce que c'est. Oui, mais... Je sais ce que c'est que de vivre des discriminations quand on porte un nom qui sonne pas français, comme on dit. Vous appelez Jacob, comment? excusez-moi, mais... Jacob? Voilà. Oui, Jacob. D'accord. Voilà. Oui. Donc, les discriminations, j'en ai vécu dans ma jeunesse, ne serait-ce que par rapport à mon nom. Non, c'est pas juste. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a des endroits où il y a des contrôles qui sont faits vis-à-vis de personnes qui sont... d'origine de familles d'immigrés, mais parce que ça s'effectue notamment dans des endroits où il y a une surreprésentation. Mais est-ce qu'il faudrait que la police ressemble plus aux habitants des quartiers? Est-ce que c'est une question? Non, mais c'est pas la question. Attendez, excusez-moi. Oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez dans des endroits où est-ce qu'il y a des délinquants que vous devez contrôler tout le monde. Est-ce qu'il y a des délinquants dans d'autres quartiers? Mais bien sûr. Bah les alors, délinquants, il y en a partout. Il faut contrôler de la même manière. Ah bon? Bien sûr. S'il y a des délinquants dans le 16e arrondissement, tout le monde est contrôlé. Vous prenez un très bon exemple. Croyez-moi, le 16e arrondissement, c'est pas forcément le département où il y a le moins de délinquance. Eh ben justement, est-ce que tout le monde est contrôlé? Mais bien sûr. Non, je crois pas. J'habitais dans le 16e, j'ai jamais été contrôlé. Je suis heureux de l'apprendre. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, vous faites le lien entre le contrôle et les délinquants. Mais je ne vois pas le rapport, c'est-à-dire que... Mais quand on fait des contrôles, c'est pour lutter contre la délinquance. J'ai compris. La BST, elle intervient notamment pour ça. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est le fait social. Est-ce que, objectivement, la personne qui est en train de se promener, qui est proche de la vieille dame et qui a le sac ouvert, est sur le point de commettre une infraction, qu'il soit blanc, noir ou jaune, on comprend que le contrôle soit justifié. En revanche, la pratique, c'est... La personne est noire et arabe, elle est probablement... Non, ça c'est vous qui l'interprétez comme ça. C'est pas moi, j'aimerais bien, c'est pas moi. Mais si, je pense que sont les études. Au niveau, mais pour répondre quand même à Lilian Thuram. Et rapidement, parce que l'émission se termine, oui, on voit que c'est difficile, le dialogue est compliqué, il y a du boulot. Je pense qu'on est quand même tous à peu près d'accord sur le problème de fond. Le problème de fond, c'est le problème des quartiers difficiles, de la politique sociale que les gouvernements n'ont pas voulu faire dans ces quartiers-là. Ils ont tout fait pour... Mais c'est pas le excusez-moi. Vous êtes dans le déni. On a retiré tous les services publics. Je suis infiniment désolé. Non, mais le problème de fond, c'est les contrôles trop réguliers pour certaines personnes. Mais ne réduisez pas le problème, ne réduisez pas la difficulté du rapport police-population au contrôle d'identité. C'est très réducteur. On vous parle d'individus, de personnes. Maître Slim Ben Achour, plus de respect, c'est tout. Un grand merci. Et dans les deux sens. Oui, bien sûr. Ça, mais je pense que le respect se gagne quand l'autorité respecte. Ah mais oui. Exactement. Ils sont d'accord, on a trouvé le mot de la fin. Merci Lilian Thuram, merci Denis Jacob, merci Sandra Pizzo, vous avez un petit peu moins parlé, on est désolé. Vous continuerez dans les couloirs. Merci Maître Slim Ben Achour, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission.